Il existe des histoires qui commencent avec rien. Ni gloire, ni argent, ni filet de sécurité, juste une valise, un rêve et la volonté de survivre. La vie de Linda de Souza était l'une de ces histoires. Pour des millions de personnes, elle fut la voix des années 1980. Une femme dont les chansons franchissaient les frontières et les langues, dont l'autobiographie s'est vendue à des millions d'exemplaires et dont le visage remplissait les salles de concert. Mais derrière les applaudissements se cachait une réalité qu'elle partageait rarement. Des années de pauvreté écrasante, de trahison de la part de ses plus proches et une solitude qui ne l'a jamais vraiment quittée. Lorsque ces derniers jours sont arrivés, le monde ne voyait plus que l'icône. Peu comprenaient la douleur qui avait toujours été là, façonnant silencieusement chaque note qu'elle chantait. De Béringel à Paris, le début d'un chemin difficile. Teolinda Joaquina de Souza. Linda est née le 22 février 1948 à Béringel, un petit village agricole du district de l'Alentejo au Portugal. Sa famille était pauvre, issue de la classe ouvrière rurale, luttant pour survivre dans une région où les opportunités étaient rares. Elle était l'une des 8 enfants, grandissant dans un foyer où l'argent manquait, où les attentes étaient strictes et où l'affection était rare. Le Portugal était alors sous le régime autoritaire de l'Estado Novo d'António de Oliveira Salazar, une société profondément conservatrice et catholique où la tradition régnait et où les femmes, en particulier les mères célibataires, étaient sévèrement jugées. Dès son plus jeune âge, Linda ressentit la distance affective de son éducation. Dans une interview en 2019, elle admit que sa mère ne lui avait jamais dit qu'elle l'aimait. À l'âge de 5 ans, elle fut envoyée en pension, non pas comme un privilège, mais par nécessité, la famille ne pouvant pas garder tous les enfants à la maison. Cette séparation laissa une cicatrice durable, façonnant sa quête perpétuelle d'affection et d'acceptation. Elle expliqua plus tard qu'elle n'avait jamais éprouvé de ressentiment envers sa mère, mais que l'absence de tendresse avait créé un vide qu'elle tenta de combler pendant des décennies. À l'adolescence, l'isolement de Linda s'accentua. À seulement 16 ans, elle atteignit un point de rupture. Submergée par la solitude et le manque de liens affectifs, elle tenta de se suicider. Des décennies plus tard, elle décrivit cet acte non comme un désir de mourir, mais comme un geste de désespoir, un appel à être vue. C'était juste pour attirer l'attention, dit-elle. Je ne voulais pas mettre fin à ma vie. Je voulais que quelqu'un remarque que j'étais là. Mais cette tentative révéla quelque chose d'essentiel sur elle. Elle était résiliente et même dans les moments de désespoir, elle continuait à espérer un avenir où elle compterait. À 20 ans, la vie de Linda prit un autre tournant décisif. Elle devint mère en donnant naissance à son fils Jean dans un pays où être mère célibataire était encore considéré comme scandaleux. Le stigmate était lourd et le soutien de sa famille limité. Elle comprit rapidement que si elle voulait offrir une vie meilleure à son enfant, elle devrait chercher au-delà des frontières du Portugal. En 1973, elle prit la décision qui allait changer sa vie. Elle franchit clandestinement la frontière française avec Johan, ne portant qu'une petite valise en carton, un détail qui deviendrait plus tard le symbole le plus durable de sa vie et de sa carrière. Ils arrivèrent à Paris sans filet de sécurité, sans papiers officiels et sans garantie de stabilité. Elle accepta tous les emplois qu'elle trouvait. Femme de ménage, laveuse de sol, femme de chambre dans un hôtel. Chaque franc gagné servait à survivre avec très peu pour autre chose. Malgré l'épuisement du travail physique, Linda ne renonça jamais à sa passion pour la musique. Elle commença à chanter le soir dans de petits lieux, notamment au bistrot chez Louisette à Saint-Ouen où elle interprétait des chansons comme Gigi l'Amoroso ou de Dalida. Sa voix, chaleureuse, émotive, teintée de la mélancolie de son passé, attira l'attention. Elle n'avait aucune formation formelle, mais chantait avec sincérité et cette vérité touchait le public. La survie cependant exigeait parfois des compromis douloureux. Avant que la célébrité n'arrive, à 25 ans, elle entama une relation transactionnelle avec un homme plus âgé qu'elle appelait Doudou, assez vieux pour être son père ou même son grand-père. Dans ses mémoires Les larmes d'argent, elle raconta avoir accepté ses avances en échange d'argent. « Je me sentais sale », écrivit-elle, mais admit que c'était à l'époque le seul moyen de continuer. Elle garda ce secret pendant des décennies, craignant le jugement jusqu'à ce qu'elle soit prête à dire sa vérité. Pourtant, elle persista. Elle enregistra des maquettes, les présenta à des producteurs et endura refus après refus. Puis en 1977, sa persévérance finit par payer. Son single Le Portugais devint un succès se vendant à plus de 250 000 exemplaires et atteignant la 10e place des classements français. C'était la première véritable preuve que ces années de lutte n'avaient pas été vaines. Mais comme elle le découvrirait plus tard,
le succès n'était que le début. Rester au sommet et se protéger en chemin serait le véritable défi de sa vie. Gloire, musique et le phénomène de la valise en carton. Au début des années 1980, Linda de Souza s'était transformée d'immigrée en difficulté en l'une des voix les plus reconnaissables de France. Après le portugais, d'autres succès suivirent, Amalong en 1982, Mamassa Coraçao, Un enfant peut faire chanter le monde, Toi mon amour caché et Chouchou. Mais c'est Toiroli Toirola, un morceau joyeux inspiré du folklore, qui devint son plus grand triomphe commercial avec plus d'un demi-million d'exemplaires vendus. Son attrait était simple mais puissant. Elle chantait pour les immigrés portugais qui avaient franchi les frontières à la recherche de travail, mais aussi pour le public français qui voyait en elle une histoire de courage et de persévérance. Sa musique faisait le lien entre deux cultures, chantée en français et en portugais avec des thèmes d'amour, de perte et de nostalgie. En janvier 1983, Linda fit ses débuts à l'Olympia à Paris, l'une des scènes les plus prestigieuses du pays. Ce qui devait être seulement 2 concerts se transforma en 15 soirées à guichet fermé. Un double album live suivi, scellant sa réputation de star. Ce n'était pas seulement la musique qui captivait le public, c'était aussi l'histoire qu'elle portait en elle. En 1984, elle publia La valise en carton, une autobiographie racontant son enfance difficile, sa traversée clandestine vers la France et son ascension du ménage aux premières places des hit-parades. Le titre faisait référence à la valise en carton qu'elle portait en quittant le Portugal, symbole à la fois de pauvreté et de détermination. Le livre fut un phénomène, se vendant à plus de 700 000 exemplaires dès sa sortie et dépassant ensuite le million. Lorsqu'il fut adapté en mini-série télévisée en 1988, le nom de Linda était gravé dans la culture populaire française. Sa renommée attira l'attention de légendes de la chanson française comme Charles Aznavour et Jean Ferrat qui écrivirent pour elle. Elle se produisit dans de grandes émissions de télévision, fit de nombreuses tournées et devint un nom familier. Pourtant, sous les paillettes, les premières fissures apparaissaient déjà. Le succès l'avait placée dans l'orbite de personnes qui trahiraient plus tard sa confiance et son manque de protection financière et juridique la rendrait dangereusement vulnérable. Pourtant, durant cette période dorée, elle incarnait un rêve devenu réalité. Elle remplissait les salles de concert, y compris lors d'un nouveau passage à l'Olympia en 1984, et séduisait le public par sa chaleur et sa simplicité. Elle rejoignit même le projet caritatif de Charles Aznavour Pour toi Arménie en 1988, chantant aux côtés des plus grandes stars françaises pour collecter des fonds en faveur des victimes d'un tremblement de terre. En apparence, Linda avait construit une vie bien éloignée des difficultés de sa jeunesse, mais le succès qu'elle avait si durement gagné serait, avec le temps, lié aux trahisons et à la ruine financière qui l'attendait dans les années à venir. Trahison, ruine financière et sortie de scène solitaire. Pour une grande partie du public, l'histoire de la réussite de Linda de Souza semblait inébranlable. Mais en coulisses, ses finances s'effondraient et la confiance qu'elle avait placée en ses plus proches allait se révéler dévastatrice. En 1981, elle rencontra Raymond Robinet, un technicien lumière qui devint rapidement à la fois son compagnon et son manager. Il prit en charge toutes les questions financières, une responsabilité que Linda, occupée par les enregistrements et les tournées, laissa gérer sans poser de questions. Des années plus tard, elle l'accuserait, ainsi que son ancien secrétaire particulier Claude Beck, d'usurpation d'identité et de détournement de fonds. En octobre 2010, elle porta plainte affirmant que 6 comptes bancaires avaient été ouverts à son nom en utilisant son ancien numéro de titre de séjour modifié en 1979. Au moment de la plainte, Beck et Pascalia, son ancien directeur artistique, étaient déjà décédés. Robinet nia les accusations, affirmant que Linda avait été trop confiante et qu'elle avait été exploitée par plusieurs personnes, y compris son ancien producteur Claude Carrère. Ses difficultés financières furent aggravées par un désastre administratif. Elle était arrivée en France en 1973 et avait travaillé comme femme de ménage jusqu'en 1977, cotisant à la sécurité sociale. Mais après être devenue artiste, les autorités enregistrèrent inexplicablement son arrivée en 1979, la classant comme indépendante à partir de cette date. Cette erreur effaça pratiquement une décennie de cotisation retraite. Je n'ai rien. Je ne possède rien. J'ai vendu des millions de livres, des millions de disques et je n'ai rien, déclara-t-elle à RTL en janvier 2015. Je n'ai même pas de quoi acheter à manger pour mon chien. Elle affirma que pendant de nombreuses années, elle avait chanté sans être déclarée officiellement. Pas de fiche de paye, pas de retraite, expliqua-t-elle amèrement. Dans une interview de 2015, elle se montra encore plus directe, Raymond couchait avec moi pour le pognon.
Qu'il s'agisse de la faute de managers corrompus, de producteurs exploiteurs ou de négligence systémique, le résultat fut le même. Linda se retrouva avec une pension mensuelle de seulement 400 €. Au milieu des années 1990, les paillettes de sa carrière s'étaient éteintes. Elle cessa de sortir de nouveaux albums après son disque Simplement Vivre de 1991 qui ne rencontra pas un large public, malgré des collaborations avec des paroliers respectés comme Jean-Marie Moreau et Pierre Delanoë. Elle se retira de la vie publique, ne sortant que quelques compilations et disparaissant en grande partie de la scène musicale grand public. Des années plus tard, elle ferait de brèves réapparitions lors de tournées nostalgiques comme Âge tendre et participerait à des interviews télévisées. Mais la sécurité et la stabilité dont elle avait rêvé avaient disparu. La scène, autrefois comme une seconde maison, semblait désormais bien lointaine, remplacée par la réalité silencieuse de la survie. Lutte familiale, éloignement et solitude en fin de vie. La vie personnelle de Linda de Souza ne fut pas moins agitée que sa carrière. Son fils unique Joan Lança, né au Portugal avant son émigration, fut à la fois sa fierté et sa blessure émotionnelle la plus profonde. Dans les premières années de sa célébrité, elle apparaissait souvent avec lui lors d'interviews et de séances photos, donnant l'image d'un lien étroit entre une mère et son fils. Mais derrière les sourires, leur relation était fragile, tendue par des malentendus, des accusations et une colère jamais apaisée. La rupture survint dans les années 1990 et allait durer la durée exceptionnelle de 27 ans. La fracture définitive, selon Joan, eut pour origine l'argent. Lors d'une de leurs dernières conversations téléphoniques avant l'éloignement, Linda l'accusa en criant au bout du fil de lui avoir volé de l'argent. Joan révéla plus tard que sa mère n'avait jamais accepté la femme qu'il aimait, allant jusqu'à qualifier son épouse de pute. Il était convaincu que s'il divorçait, elle l'accueillerait de nouveau à bras ouverts. Pour sa part, Joan déclara s'être senti utilisé lors de leur brève retrouvaille en 2014, estimant que la rencontre avait été organisée à des fins publicitaires plutôt que pour une véritable réconciliation. J'étais heureux de la revoir. Mes intentions étaient sincères. Je ne savais pas qu'il y aurait des journalistes. Je l'ai donc très mal pris, expliqua-t-il. Pour Linda, ces années de distance avec son unique enfant laissèrent un vide profond. Elle ne se remaria jamais, n'eut pas d'autres enfants et fut de plus en plus isolée au fil des années. Lorsque, en octobre 2022, seulement 2 mois avant sa mort, elle et Joan se réconcilièrent enfin, sa santé s'était déjà fortement dégradée. Joan raconta sa visite et le choc éprouvé en la voyant frêle, affaiblie, visiblement vieillie. Elle avait été une grande fumeuse pendant des années et son infection pulmonaire s'était aggravée. À cela s'ajoutait son refus de s'alimenter, se laissant dépérir. Quand ils se tinrent à nouveau la main, tous deux furent submergés par l'émotion. Joan se souvint de la force avec laquelle elle serra sa main comme pour retenir cet instant. « Nous voulions ces retrouvailles, dit-il. Mais le temps n'était pas de leur côté. Les années de silence ne pouvaient être effacées et il ne leur restait plus que quelques semaines avant l'ultime adieu. Ce fut une réconciliation certes, mais assombrie par la conscience que leur longue séparation leur avait coûté plus de temps ensemble qu'ils n'en auraient jamais à nouveau. Déclin de santé, dernière volonté et dernier jour. En 2022, la santé de Linda de Souza était en forte dégradation. Des années de tabagisme aggravées par des problèmes respiratoires chroniques avaient laissé des traces profondes. En août de cette année-là, elle fut hospitalisée pour déshydratation, insuffisance rénale et détresse respiratoire. Elle réussit à se rétablir suffisamment pour regagner sa maison de retraite dans l'Eure, en Normandie. Mais cette amélioration fut de courte durée. Son agent Fabien Le Séhur révéla plus tard qu'elle y avait contracté le Covid-19 dans les dernières semaines de sa vie. Son état physique n'était pas sa seule épreuve. Ses amis et ses proches parlaient d'une profonde détresse psychologique. Elle avait commencé à refuser de s'alimenter comme si elle se résignait en silence à l'inévitable. Dans ses dernières conversations avec Le Séhur, elle exprima un vœu clair, quitter la maison de retraite pour passer ses derniers jours dans un couvent. Devenue très croyante au cours de ces dernières années, elle priait toutes les 2 heures, cherchant du réconfort dans la foi. Elle m'a dit qu'elle voulait aller dans un couvent, vivre une retraite religieuse et terminer sa vie ainsi, expliqua-t-il. Mais il n'y eut pas assez de temps pour concrétiser ce souhait. Le matin du 28 décembre 2022, son état s'aggrava brutalement. Elle fut transportée en urgence à l'hôpital de Jésuites vers 8 heures, souffrant d'une insuffisance respiratoire aiguë et étant encore positive au Covid-19. 2 heures plus tard, à 10h10, elle s'éteignit. La nouvelle fut annoncée conjointement par Le Séhur et son fils Joan, leurs noms apparaissant ensemble pour la première fois depuis des décennies.
Un rappel à la fois doux et amer de leur brève réconciliation. Les réactions à sa mort furent immédiates et empreintes d'émotion. Au Portugal, le président Marcelo Rebelo de Sousa la qualifia des icônes du Portugal et icône française de l'immigration portugaise, saluant sa détermination et sa loyauté. En France, l'Élysée la décrivit comme une chanteuse au carrefour de deux cultures, tandis que la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, rendit hommage à une femme qui, partie avec sa valise en carton pour conquérir sa liberté, s'est hissée au sommet de la gloire et a traversé de multiples épreuves. Les fans se souvenaient non seulement de sa voix, mais aussi de son parcours extraordinaire, de la pauvreté à la célébrité et de son courage à raconter son histoire sans en cacher les moments les plus sombres. Ses funérailles eurent lieu le 6 janvier 2023 en l'église Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors, réunissant près de 200 personnes. Elle fut inhumée dans le grand cimetière de la ville, loin du village portugais où son histoire avait commencé mais toujours présente dans le cœur de ceux qui l'avaient accompagnée à travers sa musique, ses livres et sa résilience. Héritage, vérités inavouées et prix de la survie. Lorsque l'on raconte l'histoire de Linda de Sousa, elle est souvent présentée comme un conte de fées, celui d'une pauvre jeune fille portugaise arrivant en France avec une valise en carton, travaillant comme femme de ménage puis devenant une star. Mais la réalité fut bien plus complexe et bien plus douloureuse. Elle a vendu plus de 20 millions d'albums, rempli l'Olympia, publié des livres à succès et est devenue la voix d'une génération entière d'immigrés. Et pourtant, elle est morte en ne possédant presque rien. Les raisons étaient multiples, les trahisons de ceux en qui elle avait confiance, une erreur administrative qui effaça des années de cotisation retraite et une industrie musicale qui profita d'elle sans jamais la protéger. Elle parla ouvertement dans ses dernières années de l'exploitation dont elle avait été victime, révélant même dans ses mémoires de 2015 les larmes d'argent qu'à 25 ans, désespérée financièrement, elle avait accepté une relation sexuelle avec un homme plus âgé en échange d'une aide financière. Elle porta la honte de ce choix pendant des décennies, craignant d'être jugée. Sa vie fut également marquée par des blessures émotionnelles. L'absence d'amour dans son enfance l'amena à tenter de se suicider à 16 ans et l'éloignement ultérieur d'avec son fils Johan la laissa isolée pendant des années. S'ils se réconcilièrent peu avant sa mort, cette réconciliation fut assombrie par le temps perdu et les douleurs restaient silencieuses. Pourtant, Linda ne cessa jamais d'être une artiste. Elle continua à se produire dans des tournées nostalgiques, à sortir des compilations et à apparaître à la télévision, même lorsque les paillettes s'étaient estompées. Ses chansons, qu'elles soient en français ou en portugais, restaient imprégnées des thèmes qui avaient façonné sa vie, l'amour, la perte, l'exil et la résilience. À bien des égards, la valise en carton devint plus qu'un symbole de ses débuts. Elle représenta le prix de la survie, la preuve que les rêves peuvent se réaliser, mais ne sont pas toujours durables. Ces dernières années furent marquées par la maladie, les difficultés financières et l'approfondissement de sa foi religieuse. Elle voulait passer ses derniers jours dans un couvent, à l'écart du bruit du monde. Mais le destin ne lui accorda pas ce souhait. Elle quitta ce monde comme elle avait vécu, en se battant jusqu'au bout. Son histoire continuant de résonner bien au-delà de la scène qu'elle avait autrefois dominée. Le parcours de Linda de Sousa fut fait de triomphes éclatants et de pertes déchirantes. Un rappel que le succès ne protège pas toujours de la souffrance. Elle chanta pour des millions de personnes mais vécut une grande partie de sa vie avec la même fragilité qu'elle avait emportée dans sa valise en carton. Quelle est la chanson d'elle dont vous vous souvenez encore aujourd'hui? Partagez-la dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues des voix les plus inoubliables de la musique.